Sophie Richard, donc si vous pouvez vous présenter, puis présenter votre activité également. Bonjour à tout le monde et bravo parce que j'ai ce beau rôle de clore ces 2 heures et demie riches en échanges et bravo d'être resté jusqu'au bout. Ça montre que vous êtes engagé dans les besoins qui nous concernent tous. Donc Sophie Richard, je suis vendéenne, c'est un peu le fil rouge de la matinale. Et j'ai cette chance d'avoir créé une entreprise au Sable. Après avoir exercé pendant quelques années en qualité de juriste spécialisée en droit immobilier. Et je confirme qu'à La Roche-sur-Yon, on a bien 2 universités. J'en suis le témoin, puisque j'étais à la fac et puis après à l'ICES. Très, très belle école. Donc j'ai créé cette entreprise Viagimo au Sable d'Olonne. J'ai d'abord créé une première agence immobilière spécialisée en viager, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis finalement, j'ai assuré une veille et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de franchise d'agence immobilière spécialisée dans le viager et la nue propriété. Aujourd'hui, Viagimo, c'est à peu près 70 collaborateurs qui travaillent sous la marque. On est à peu près plus d'une vingtaine d'agences sur tout le territoire. On est également centre de formation Calliope. On est devenu société, fièrement, société à mission depuis 2024. C'est un projet, on en reparlera peut-être, que je porte à cœur. Et puis, Viagimo, en fait, est parti d'un constat, d'une évidence qui s'est muée en conviction pour moi, qu'on allait droit dans le mur. Et depuis, donc je vous rejoins, si je vous ai écouté attentivement tout à l'heure, on allait droit dans le mur et on a pourtant ces chiffres depuis fort longtemps et il était urgent que chacun prenne sa part de responsabilité. Quand j'ai appris qu'en 2030, et c'est demain, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans, là j'ai été heurtée. Et là je me suis dit, mais il y a un vrai sujet du financement de la dépendance. Et pour autant, ces chiffres, parce que je regarde un petit peu les statistiques du corps, du Conseil d'orientation des retraites, donc on a ces chiffres depuis longtemps et on doit repenser, il est urgent de repenser un modèle de prospérité dont le pilier central doit rester la solidarité intergénérationnelle, mais on sait très bien que notre système de retraite par répartition est obsolète, est à bout de souffle depuis fort longtemps. Et il y a des solutions pour assurer le bien-être, la sérénité. Je suis d'accord avec vous que la santé n'est pas que la santé physique, c'est aussi une santé psychologique. Et au quotidien, on rencontre ces personnes âgées qui sont dans des besoins, une vraie précarité. On assiste de plus en plus à une paupérisation de nos grands-parents. Et l'idée, c'était de se dire, et si notre patrimoine pouvait nous offrir une retraite bien méritée? Et donc, Viagimo est né de ce constat-là. Alors le viager, vous pouvez nous rappeler comment fonctionne le viager? Alors, Enfin, on le sait à peu près, mais... assez rapidement, parce que Ouais. ce n'est pas l'objet de la Non, non. table ronde, mais en fait, il y a 2 types de viagers. Le viager occupé qui est le plus connu, où les vendeurs font le choix, c'est plus de 80% des personnes qui souhaitent rester à domicile dans le logement où ils ont tous leurs repères. Ils ont juste besoin d'un coup de pouce financier pour adapter le logement à une situation de dépendance, pour avoir des aides à domicile. Et puis finalement, on l'a vu avec le Covid, on a rencontré beaucoup de grands-parents qui sont partis en EHPAD et qui se sont rendus compte que finalement, ils n'étaient pas si mal que ça chez eux. Mais ils n'avaient pas forcément, et les enfants, parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui nous confient le dossier de leurs parents, ils n'avaient pas forcément pensé à la solution de la monétisation du patrimoine. Et une fois qu'ils étaient partis en EHPAD, ils ont souffert de l'isolement, puisqu'ils étaient souvent dans un 10-15 mètres carrés, sans pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie pour réussir à faire tomber les barrières psychologiques. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de tabous autour du viager. Donc chaque jour, on va rencontrer des grands-parents qui sont dans une recherche d'améliorer leur quotidien, de protéger le conjoint survivant aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, à l'époque, on n'était pas sensibilisées à la retraite comme nous le sommes aujourd'hui, qui aidaient leurs conjoints, collaborateurs qui n'étaient pas forcément déclarés. On a beaucoup de grands-parents qui veulent aider aussi de leur vivant leurs enfants et leurs petits-enfants parce que la société vieillit. On l'a vu tout au long de cette matinale. Et très souvent, quand on hérite de ses parents, on est nous-mêmes proches de la retraite. Et c'est finalement les petits-enfants qui vont hériter de la succession de leurs grands-parents. Et c'est quand même à l'âge de 30 ou 40 ans qu'on aurait besoin de l'aide précieuse de nos parents pour nous accompagner dans la construction de la résidence principale, les études supérieures des enfants. Et donc, on se rend compte que vendre un viager va permettre de bénéficier d'un capital, d'une rente à vie pour assurer les besoins du quotidien, qui va pouvoir aider les enfants et les petits-enfants de leur vivant. Ça leur permet de régler aussi des successions. Et dans le même temps, on rencontre des actifs qui eux-mêmes sont dans cette situation de se dire
est-ce que j'aurai une retraite, ou en tout cas, est-ce que l'État-providence existe encore? Je ne pense pas, et je pense que vous le confirmerez aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, attendre que l'État supplée en fait nos besoins sur l'allongement de la durée de vie actuelle pour nos grands-parents et futurs pour les actifs, parce que dans les actifs, il y a les salariés, mais il y a les TNS, professions libérales, les commerçants, les artisans, qui n'auront jamais le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Et donc, il est urgent pour eux de réfléchir à anticiper leur future retraite et de sécuriser leur avenir. Et la monétisation du patrimoine le permet. Donc, vous avez le viager occupé, à peu près 85% des transactions, et le viager libre, qui est assez méconnu. Là, on est dans la période des résultats du bac, c'est aujourd'hui. Ma fille, j'attends les résultats d'ailleurs. Et donc, je suis dans la recherche d'un logement étudiant et c'est assez galère. Je pense que vous l'avez tous vécu. Et forcément, elle doit partir à Angers, à la Cato d'Angers. J'ai essayé de l'amener à l'ICES, mais elle voulait partir loin de la Vendée, à la différence de moi. Et franchement, je me suis dit, mais je vais essayer de lui trouver un viager libre. Parce que le viager libre, ça permet à l'étudiant d'être propriétaire de son logement. Il amortit tout de suite son bien, sans nécessiter du recours à l'emprunt. Et au lieu d'être locataire et de verser un loyer par les fenêtres, il est propriétaire de son logement. Donc le viager libre permet à l'acquéreur de devenir propriétaire de son logement. Et le vendeur qui va vendre en viager libre, c'est soit sa résidence principale, il se rend compte qu'il doit aller en maison de retraite, soit il se rapproche de ses enfants parce qu'ils se sont éloignés, soit c'est une résidence locative et c'est compliqué de gérer, surtout quand on vous dit votre logement est énergivore, il est étiqueté en G, vous n'avez plus le droit de louer. À 75 ans, on n'a pas forcément l'argent ou le temps pour rénover le logement, ce qui fait que le logement reste vacant, alors qu'en face, on a des étudiants qui arrêtent leurs études parce qu'ils n'ont pas de logement. Et finalement, on se rend compte que le bonheur des uns peut faire le bonheur des autres. Très bien. Et oui, ma question aussi concernant les personnes qui vous questionnent ou qui signent un viager, c'est tout un tas de catégories socio-professionnelles différentes ou vous en avez ciblé plus des unes que d'autres quels sont les CSP qui font appel aux viagers? Alors, on a, vu que j'ai des franchises un peu partout en France, dans des grandes villes, Paris, Lyon, dans des zones très huppées, La Baule ou Cannes, ou alors dans des villes, notamment là, on est à La Roche-sur-Yon, en Vendée, on a 3 agences, La Roche-sur-Yon, Les Sables et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça me permet d'avoir un vrai laboratoire et on pourrait peut-être partager nos données d'ailleurs, parce qu'on a un observatoire du viager, que la retraite est source de crainte partout en France, qu'elle soit dans les campagnes, dans le littoral, dans les grandes villes ou petites villes, et que la retraite concerne tout le monde, et que tout le monde a de près ou de loin un aîné, un parent, un grand-parent, un oncle, un tante, qui a des besoins en financement. Et ça va aller en s'accélérant. Je lisais la dernière étude de l'Ipsos en 2025. 60% des jeunes de moins de 35 ans ne croient plus dans notre système de retraite. Et près de 78% des actifs ont peur de ne pas avoir suffisamment de moyens à la retraite. Et partant de ce constat-là, on a tous ces chiffres et on se dit, ben, on fait quoi? Et ma mission, en tout cas chez Viagimo, c'est d'apporter de la pédagogie, de la compréhension qu'il y a des alternatives, qu'il y a des solutions, parce que je suis porteur aussi d'optimisme comme Nicolas, et qu'on peut hériter de soi-même grâce à son patrimoine immobilier. Aujourd'hui, il y a 70% des seniors qui sont propriétaires. On sait qu'en France, le droit du sol est un droit inaliénable et absolu. On est fier d'être propriétaire, et donc être propriétaire de son logement, ça veut dire qu'on peut le monétiser. Et tous les jours, on rencontre des grands-parents qui ne veulent pas dépendre de leurs enfants financièrement. Et on a trop tendance à l'oublier que la dette alimentaire va dans les deux sens en France. Ascendant vers descendant, ça, on l'a tous acquis, mais également descendant vers ascendant. Et quand vous avez une maison de retraite qui coûte en moyenne 3 000 € par mois par personne, que vous avez un couple, il y a peu de retraités qui ont 6 000 € minimum par mois pour payer une maison qui n'est même pas médicalisée. Et quand vous avez un grand-parent qui devient Alzheimer ou une charge très importante, on a parlé des aidants, on rencontre, nous, ces enfants-là, qui sont dans une urgence et très souvent qui vont vouloir vendre urgemment, mais mal leurs biens, alors qu'on peut anticiper ces sujets-là. Et vendre en viager, monétiser le patrimoine, c'est une assurance à vie d'avoir des revenus complémentaires pour ne dépendre de personne. Et
et quel que soit l'âge, on a cette fierté aussi de ne pas être dépendant. Déjà, on peut être dépendant physiquement, mais quand psychologiquement, vous êtes dépendant de l'État ou de vos enfants, de vos petits-enfants, ben, vous le vivez super mal. Et la sérénité n'a pas de prix aussi. Donc les CSP, ça ne concerne pas que des personnes qui sont avec peu de revenus. Ça va concerner des personnes qui n'ont pas d'enfants, certes, mais qui ont des enfants, parce que de plus en plus d'enfants nous confient le dossier de leurs parents. Et puis après, ça va concerner toutes les zones géographiques. Et en fait, vous avez des acquéreurs, parce qu'un marché est composé d'une offre et d'une demande. Donc si j'ai plein de demandes en vente en viager, mais que je n'ai pas d'acquéreurs intéressés, ça ne sert à rien. Et les acquéreurs concernés, il y a 2 typologies principalement. Il va y avoir les investisseurs, les acquéreurs qui vont réfléchir à anticiper leur future retraite et qui veulent investir dans de l'immobilier. L'immobilier, c'est la valeur refuge, c'est la valeur sécure des Français et préférée des Français. Au lieu d'avoir peut-être les 100 000 € de capital sur un compte bancaire et on ne sait pas si peut-être pour le réarmement de l'Europe, on va peut-être aller chercher ces épargnes. Je crois qu'on est sur à peu près 17% de taux d'épargne en France. C'est assez exceptionnel. Donc on voit bien que de toute façon, quand les Français ont peur, ils n'investissent pas et ils épargnent. Et au lieu de laisser son argent peut-être en banque, peut-être se dire, est-ce que je ne vais pas diversifier mon épargne et je vais le placer dans du capital immobilier? Je sais où est mon argent. Au lieu de mettre peut-être 400 ou 500 € sur un PEL, peut-être que je vais pouvoir donner cette rente à une personne âgée qui en a besoin, qui va le consommer, qui va avoir des aides à domicile, qui va aller au restaurant, qui va changer sa baignoire en douche. C'est de la collecte de TVA pour l'État. Et là, on est vraiment dans une économie circulaire. Parce qu'en France, l'argent, il est immobilisé de part et d'autre. Il sera immobilisé sur le capital immobilier côté vendeur. Souvent, les vendeurs qu'on rencontre, ils détiennent une richesse qui est enfermée dans la pierre. Et certains sont interdits bancaires. Ou certains sont surendettés parce qu'ils ont cumulé plein de prêts à la conso pour maintenir un niveau de vie auquel ils étaient habitués, alors qu'ils détiennent bien une richesse, mais qui est immobilisée. Et de l'autre côté, on a ce taux d'épargne en France, on a ces acquéreurs qui ont des placements immobiliers, des placements financiers immobilisés. Et le fait de faire circuler enfin cet argent grâce à la monétisation du patrimoine, on peut même se dire que c'est peut-être un plan de relance économique aussi pour l'État, parce que c'est comme un troc entre particuliers. L'acquéreur va anticiper sa future retraite. Il sera dépendant de personne, ni de l'État, ni de ses enfants. Et notre grand-parent, il peut vivre plus sereinement aujourd'hui dans le logement où il a tous ses repères. Merci beaucoup.